Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir et de vous présenter cette nouvelle conférence organisée par le think tank Diapason Madagascar. Pour faire suite à la précédente conférence où nous parlions de progrès, nous parlons de modèles de développement pour Madagascar, nous avons intitulé cette conférence « Où en sommes-nous de la démocratie à Madagascar ?» Il y a donc deux sujets. La démocratie, c'est l'outil. La démocratie à Madagascar, c'est comment on utilise cet outil à Madagascar, avec sa finalité ou ses finalités. Nous avons convié 4 panélistes pour participer à ce débat. On vous les présentera incessamment sous peu. Pour continuer, je souhaiterais remercier nos soutiens depuis le début. Il y a l'association ZAM, il y a ZKH, il y a FACT, il y a JPM, il y a le collectif Mzour. Merci à vous d'être là depuis le début. Tout seul, on n'est rien. Donc on tâche de faire en sorte de construire avec les différentes forces qui s'unissent pour faire en sorte de faire bouger les lignes. Vous savez qu'il y a un index de la démocratie qui mesure le niveau de démocratie dans tous les pays. Et cet index est annuel. Vous avez à l'écran cet index depuis 2006 jusqu'à 2023. Nous voyons qu'en 2022, la notation pour Madagascar était de 5,7. Et en 2023, la notation était de 5,26. Il y a un écart de 0,44. Eh bien, malgré cet écart, ce que l'on voit, c'est que Madagascar est quand même le cinquième pays le plus pauvre du monde. Et ça persiste. Donc, nous sommes là pour en discuter. Je rappelle que c'est un duplex où on a différents pays, on a des intervenants de Madagascar, des intervenants de France, et on a un intervenant de l'Afrique de l'Ouest qu'on vous présentera. Je vous demande d'accueillir avec moi notre première panéliste, Léa Rakutenraimbe. Bonjour Léa. Oui, à toutes et à tous. Merci Tim de m'avoir donné la parole. Je me présente Léa Rakutenraimbe. Je suis consultante senior et chargée d'études au sein du cabinet COEF Ressources, qui est partenaire de l'Afrobaromètre à Madagascar. Certains d'entre vous connaissent déjà Afrobaromètre et certains pas. Donc, il s'agit d'un réseau panafricain indépendant et à but non lucratif de chercheurs africains fondé en 1999 et qui réalise une série de comparatifs d'enquêtes nationales qui produit des données fiables, des expériences et appréciations des Africains relatives à la démocratie, à la gouvernance et à leur qualité de vie, ainsi que d'autres questions y afférentes. Super, donc, merci. Afrobaromètre, oui, d'accord. Donc, je suis ici pour présenter quelques données sur Afrobaromètre pour lancer notre débat. Très bien. Merci d'être avec nous, Léa. Donc, Léa, ça sera la mesure de la démocratie. On a besoin de comprendre comment on mesure cette démocratie, quels sont les critères. On va passer au deuxième panéliste, le docteur Ir Remiarsson. Bonjour Ir. C'est mieux avec le micro. Bonjour à tous. C'est mieux avec le micro. Je suis Ir Remiarsson, donc je suis économiste et enseignant-chercheur à l'Université de Tananarive. Parfait, merci d'être avec nous. Donc la particularité du docteur Ir Remiarsson, c'est qu'il est économiste, chercheur. Il a fait des études au Japon et tu me corriges ou tu complètes. Et notamment, il s'intéresse aussi à l'économie de l'Asie. Et ça, c'est très intéressant en termes d'analyse. Merci d'être avec nous, Ir. Notre troisième panéliste, Gilles Yaby de l'Afrique de l'Ouest. Bonjour Gilles. Bonjour, bonsoir. Un immense plaisir d'être avec vous et de faire un peu ce pont entre l'Afrique de l'Ouest et Madagascar. Je dirige le think tank citoyen
Wati, donc basé à Dakar et travaillant sur l'ensemble de la région ouest africaine, plateforme de réflexion ouverte sur tous les enjeux que nous estimons être cruciaux pour l'avenir de cette région du continent. Et par extension, nous pensons que cela peut être aussi utile pour les autres régions du continent africain. Merci beaucoup pour l'invitation de Diapason. Merci beaucoup, Gilles, d'être avec nous. Gilles gère donc un think tank qui ressemble à Diapason en Afrique de l'Ouest. Et il semblerait qu'il y ait les mêmes causes et les mêmes effets, nous en parlerons. Et c'est intéressant d'avoir justement son point de vue, comment est-ce qu'il voit la démocratie, comment est-ce que c'est appliqué dans les pays d'Afrique. Et c'est toujours intéressant d'avoir une vue, je dirais, géopolitique et une vue globale de la situation pour bien apprécier finalement où est-ce que nous en sommes. Et nous avons convié un panéliste à Paris. On a la chance de l'avoir à Paris. Il s'agit de Jean-Fabien Spitz. Jean-Fabien Spitz, si vous voulez bien nous rejoindre sur scène. Jean-Fabien Spitz, merci d'être avec nous. Je vous en prie, ici. Donc, bref, introduction pour Jean-Fabien Spitz. Vous êtes philosophe et spécialiste de la philosophie politique. Merci d'être avec nous. Alors, une petite introduction pour Jean-Fabien Spitz, c'est que lorsqu'on s'est mis en relation avec Jean-Fabien, il m'a dit, vous savez, je ne connais rien de Madagascar. Et la réponse qu'on lui a apportée, c'est exactement ce qu'on recherche. Nous ne voulons pas de biais pour avoir une objectivité concernant la démocratie. On parle de démocratie, et quand on parle de démocratie, il y a toutes sortes de définitions, et il y a quasiment une définition par personne. Donc on s'est dit, on va revenir à la base. Et la base, c'est s'adresser à des gens qui savent parler du sujet, qui sont reconnus pour ces sujets-là. Donc Jean-Fabien Spitz est notamment un des meilleurs spécialistes de John Locke, si je ne m'abuse. Je vous laisse vous présenter. Vous m'avez présenté. Alors, ça marche, hein ? Je vais vérifier. A priori, il faut juste l'approcher un peu plus, peut-être. Ça suffit comme présentation. Je suis professeur de philosophie politique à l'Université Paris 1. Du moins, je l'ai été, puisque maintenant je suis professeur émérite, ce qui signifie que je suis à la retraite. Très bien. Écoutez, merci d'être avec nous, Jean-Fabien Spitz. Et nous avons notre présentateur, qui va prendre le relais. Alors, nous avons un format différent de la dernière fois. On a 1 heure de conférence et 25 minutes de questions-réponses, notamment des questions du public et des questions aussi des réseaux sociaux et des questions de différents pays. Par la suite, nous avons une session de networking qui va nous permettre de faire connaissance, de continuer à discuter, d'échanger, parce que ça manquait un peu, et c'était à la demande du public, de vous, donc, pour faire en sorte qu'on ait un peu plus d'échanges après la conférence. Bonne conférence à tous. Je vous propose de commencer par une question. Qu'est-ce que la démocratie ? Allons-y. Alors avant de se plonger justement sur les indicateurs, les indices et de parler de Madagascar, l'idée c'était de prendre d'abord un peu de hauteur, poser un certain contexte, et je m'adresse à vous, Monsieur Spitz, en premier lieu. De quelle définition de la démocratie parle-t-on quand on parle de ce sujet-là, et pourquoi même elle vaudrait la peine d'être mesurée? Pourquoi est-ce qu'il faudrait se souhaiter de la démocratie? Alors, je ne sais pas si la démocratie est mesurable, ça c'est encore une question difficile à résoudre. Quant à la définition, ça a été dit par votre ami, et je pense qu'il y a autant de têtes et autant de définitions, donc c'est un concept qui est contesté, qui est très discuté. Je crois que les deux orientations principales qui dominent la réflexion sur la démocratie sont les suivantes. Certains pensent que la démocratie, c'est un régime essentiellement fondé sur l'idée que la volonté collective est souveraine et que ses préférences doivent prévaloir. Donc c'est une définition de la démocratie en termes de pouvoir de la volonté collective.
Si vous vous déplacez à l'autre extrémité du spectre, certains pensent que la volonté collective, c'est quelque chose de très dangereux et que par conséquent, un régime démocratique, c'est un régime où la volonté collective, au contraire, est limitée. C'est-à-dire, elle est enserrée dans un cadre intellectuel et conceptuel qui est fait de droits fondamentaux qui doivent en toutes circonstances être respectés. Donc vous avez deux définitions totalement antithétiques de la démocratie, l'une par la volonté, l'une par la limite de la volonté. Et aujourd'hui, bien sûr, cette discussion continue, elle est très ancienne. Celle qui définit la démocratie par la volonté, on va l'appeler la conception majoritarienne, si on veut. Celle qui définit au contraire la démocratie par la limitation de la volonté collective, on l'appelle conception substantielle, c'est-à-dire on a l'impression qu'il ne s'agit pas simplement d'une forme dans laquelle n'importe quelle décision peut entrer, mais au contraire d'un type de régime dans lequel les décisions sont limitées par des principes qui sont extérieurs au mode de décision et qui s'imposent comme des contraintes à ce mode de décision, en particulier des droits fondamentaux qui seraient protégés contre la volonté collective elle-même, en sorte que la volonté collective ne serait pas toute puissante. C'est un peu comme ça que le débat aujourd'hui se construit sur la nature de la démocratie, entre conception, disons, majoritarienne et conception substantialiste. En particulier aux États-Unis, parce que aux États-Unis, comme vous le savez, il y a un contrôle de constitutionnalité exercé par une Cour suprême. Et le rôle de cette Cour suprême est très débattu. Est-ce qu'elle vérifie simplement que la volonté collective s'exprime dans les formes prévues, ou bien est-ce qu'elle est porteuse d'idées fondamentales, de définition de droit, qu'elle peut imposer à la volonté collective? C'est un peu comme ça que le débat se définit aujourd'hui. Et quand vous parlez des droits fondamentaux, est-ce que c'est essentiellement la liberté, une certaine... Non, quand on parle des droits fondamentaux, ce sont des droits individuels qui sont censés protéger l'intégrité de l'individu. Donc le droit à la liberté d'expression, bien sûr, le droit de choisir sa profession, la liberté de conscience en matière religieuse, bien sûr, ce sont des droits fondamentaux qui sont des garanties de l'individu contre la volonté collective, au cas où cette volonté collective se ferait tyrannique, ce qu'elle pourrait devenir, au cas où elle serait une volonté qui tendrait à opprimer les minorités. Et donc les minorités, les membres des minorités en particulier, ont besoin de ces droits pour être défendus, protégés contre la volonté collective. Mes chers autres panélistes, n'hésitez pas à réagir, à commenter, à compléter. Mais justement... Est-ce que sur ces deux définitions, sur ces deux spectres, donc que ce soit du côté de la volonté collective ou cette définition substantielle, pourquoi est-ce qu'il faudrait cela souhaiter, cette démocratie? Est-ce que c'est donc quelque chose d'intrinsèquement bénéfique au-delà de l'effet économique sur lequel on reviendra après? Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait en avoir plus ou de mieux pour un pays? Ce qui est absolument essentiel, si on se demande pourquoi on veut souhaiter une démocratie, c'est qu'on veut vivre dans un type de société, comment dire, qui est prévisible, où il y a une certaine prévisibilité, c'est-à-dire où nous ne sommes pas exposés à des actions arbitraires de la part des détenteurs du pouvoir qui pourraient décider du jour au lendemain, par exemple, de nous priver de notre propriété ou bien d'interdire la religion dont nous sommes des adeptes. Donc nous voulons absolument vivre dans un cadre dans lequel nous pouvons développer notre propre activité d'une façon telle que nous sachions à peu près à quels obstacles nous pouvons nous heurter et à quels obstacles nous ne nous heurterons pas. Par exemple, je sais dans une démocratie que si je souhaite pratiquer une religion, cela ne me sera pas interdit. Si je souhaite exprimer mon opinion, cela ne me sera pas interdit. Si je veux investir mes fonds, mon argent dans une certaine entreprise, ça ne sera pas interdit. Donc ça définit un espace de prévisibilité. Et au contraire, les régimes non démocratiques se caractérisent par le fait que, tout peut arriver. Le pouvoir étant tout puissant, n'étant pas retenu par des obstacles juridiques certains, l'arbitraire est partout. Et il faut à ce moment-là, prendre des dispositions pour amadouer le pouvoir, pour éviter les à-coups, pour éviter l'oppression. Et on sombre dans un régime qui n'est pas démocratique. Et c'est ça le point essentiel. C'est l'idée que nous voulons un espace de prévisibilité, puis nous voulons un espace de certitude qui nous protège dans certaines dimensions de notre existence, économique, personnelle, religieuse, d'expression, de déplacement aussi, qui sont absolument essentielles.
Et si on a de la prévisibilité dans l'oppression, dans le sens où justement il y a une absence de droit, vous le savez très bien, ça ne changera pas, c'était comme ça depuis 15 ans et ça va continuer. Non, la caractéristique de l'oppression, c'est qu'elle est imprévisible. C'est justement ça qui la caractérise. Montesquieu disait que la liberté consiste à pouvoir avoir la certitude que si l'on n'a pas commis de crime, on pourra dormir dans son lit le soir. Mais dans un régime qui n'est pas démocratique, nous n'avons pas cette certitude. D'accord. Je me tourne vers Léa. Il me semblait que vous posiez la question également aux gens de savoir si, avant de mesurer la démocratie, s'ils souhaitaient de la démocratie. Pourquoi poser la question? Pourquoi la question se pose de savoir si vous voudriez vivre dans une démocratie ou pas, maintenant qu'on a entendu ce que ça peut apporter? Pourquoi, dans votre étude, poser la question justement s'ils souhaitaient vivre en démocratie, si les répondants souhaitaient vivre en démocratie? Quel est le sens derrière cette question de vouloir interroger les répondants eux-mêmes si c'était quelque chose de souhaitable? Merci Léa. Bon, alors, la connexion n'est pas excellente, mais merci Léa. Ce qu'on retient, c'est que donc voilà, à peu près un tiers qui estiment qu'ils en sont dans une, mais qu'un peu plus de la moitié qui souhaiteraient avoir cette démocratie-là. Je m'interrogeais maintenant sur la valeur plus politique et instrumentale. On parlait, là on vient de mentionner la notion de régime politique, et je me tourne aussi vers nos amis économistes. Est-ce que c'est un régime politique qui a aussi une vocation et un intérêt pour déclencher une performance économique, ou en tout cas il y a une valeur instrumentale de ce régime politique pour ce qu'il apporte à la collectivité, au-delà de l'individu justement? Oui, Monsieur Spitz, ou oui. Oui, si on vit dans une société qui est caractérisée par l'arbitraire et la radicale imprévisibilité, c'est absolument évident qu'aucune activité économique d'aucun ordre ne peut se développer de façon harmonieuse. Autrement dit, la régularité du droit, qui est une des caractéristiques de la démocratie, la prévisibilité de l'existence, simplement c'est une condition pour avoir une activité économique qui se développe. Sans cela, c'est inutile de mettre en œuvre des entreprises si vous pensez que la réglementation peut changer du jour au lendemain sous le coup de l'arbitraire d'un maître ou d'un despote, ou bien que les confiscations peuvent intervenir du jour au lendemain. Là aussi, la vie économique devient impossible. Donc une des caractéristiques de la démocratie, en principe, c'est d'être un espace de droit dans lequel la prévisibilité est grande et dans laquelle précisément les activités économiques sont susceptibles de se développer de façon majeure, alors que c'est impossible dans un régime d'imprévisibilité radicale et d'arbitraire. D'accord. Monsieur Yabi, vous évoquiez par le passé la nuance, en tout cas la distinction entre avoir un État démocratique et avoir un État fort, justement, qui soit républicain ou autre, mais qui a justement une institution forte pour apporter cette prévisibilité, pour apporter cette constante. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette distinction que vous faisiez entre démocratie et État fort, justement, et notamment dans le contexte de l'Afrique? Oui, certainement. Alors, peut-être que la première chose que je pourrais dire, c'est que l'État fort, c'est un État qui est ordonné, qui est organisé, qui est structuré, qui est présent, parce qu'évidemment, l'une des difficultés, c'est la présence de l'État sur l'intégralité d'un territoire donné. S'il doit avoir du sens pour les populations, s'il doit produire des services publics au bénéfice des populations, encore faut-il qu'il soit physiquement présent. Et après, évidemment, il y a la question de sa bienveillance, je pourrais dire, parce qu'un État peut être très présent, mais il peut être évidemment oppressif. Donc, on peut avoir des États qui sont forts, qui sont présents, et qui ne sont pas démocratiques. On peut avoir des États forts qui soient démocratiques dans le sens où ils essaient de servir le bien commun, l'intérêt général, mais qui n'aient pas vraiment les moyens de servir cet intérêt général. Et je pense que dans le contexte des pays africains de manière générale, on doit aujourd'hui distinguer la question de l'impératif de construire des régimes démocratiques et des États démocratiques, c'est-à-dire avec un lien entre les gouvernants et les gouvernés, qui sont un lien de redevabilité, mais qu'on a aussi besoin de construire des États qui soient forts dans leur capacité à délivrer des services publics au bénéfice des populations, y compris le service de sécurité, qu'on oublie parfois.
Et je le dis réellement en regardant la situation en Afrique de l'Ouest, la situation sécuritaire dans des pays du Sahel, par exemple, sur laquelle on travaille beaucoup. Aujourd'hui, on a besoin à la fois d'État, je dirais tout court, et on a besoin d'État démocratique. Et peut-être la deuxième réflexion que je voudrais faire en écoutant le professeur Spitz, je trouve que c'est très intéressant, il nous a plongé tout de suite dans la complexité de la question, en montrant que la démocratie, dans le sens d'une volonté collective, mais en fait majoritaire, parce que concrètement, cela se traduirait par la voix, les choix de la majorité. Et il montre bien que cela peut aller à l'encontre, par exemple, du principe de protection des minorités. Et je pense que ça nous ramène à la discussion sur la distinction entre la démocratie et l'état de droit. Et les nuances qu'il faut y avoir entre les deux, mais aussi les liens qu'il peut y avoir entre les deux. Sur cette dualité, donc cet État fort, il faut qu'il ait le moyen justement d'appliquer cette démocratie. Est-ce que c'est un préambule, cet État fort est structuré, c'est cette préambule à cette démocratie? Oui, bien entendu. Je crois qu'il n'y a pas de démocratie possible là où il n'y a pas une... Plutôt qu'un État fort, je parlerais d'une puissance publique efficace. Plutôt qu'un État fort qui a des connotations quelquefois un peu désagréables. Une puissance publique efficace, et une puissance publique qui est capable de faire respecter la sécurité physique des biens et des personnes, bien sûr, comme ça vient d'être dit, mais aussi de faire respecter un ordre de droit, ce qui est effectivement très très important, qui participe justement de cette prévisibilité dont on parlait à l'instant. Je voudrais ajouter quelque chose sur la distinction entre démocratie et état de droit. Je crois qu'il faut creuser un petit peu cette notion d'état de droit et dire la chose suivante. Un état de droit, ça signifie que la législation, l'édiction des volontés publiques obéit à un certain nombre de critères formels. Par exemple, pas de loi rétroactive, pas de loi qui se contredisent les unes les autres, pas de loi qui ne soit portée à la connaissance des citoyens. C'est un ensemble de caractéristiques formelles de la législation, c'est-à-dire la législation, l'expression de la volonté politique doit suivre un certain nombre de formes qui sont telles qu'elles protègent les citoyens justement contre l'arbitraire. Si vous avez des lois rétroactives, par exemple, c'est un peu compliqué de développer une activité personnelle. Et puis il y a un deuxième volet dans l'état de droit, c'est non seulement des formes qui accompagnent et qui encadrent l'expression de la volonté politique, mais aussi des formes procédurales. Alors en particulier procédurales dans l'expression de la volonté politique. Par exemple, il y a 2 chambres, il y a une délibération dans plusieurs chambres, il faut laisser un certain temps à la délibération, il y a une discussion du texte en commission, il y a toutes sortes de freins qui justement font que la volonté collective est encadrée, retenue, et que, disons, ces tendances qui pourraient être tyranniques ou despotiques sont maîtrisées et freinées. Et ces procédures, elles doivent aussi être très présentes dans les rapports entre la volonté politique et les citoyens au sens individuel. Et je fais ici allusion à des procédures judiciaires. Par exemple, un citoyen doit avoir l'assurance que s'il est accusé, il pourra bénéficier d'un conseil, d'un avocat, que s'il est accusé et s'il est condamné, il pourra faire appel, en particulier s'il y a des vices de forme, que s'il est accusé, il pourra être entendu. C'est-à-dire qu'il pourra faire valoir son point de vue, et ce sont toute une série de procédures qui garantissent les individus contre l'arbitraire et qui donnent une substance justement à l'idée que nous sommes dans une démocratie et pas dans un État despotique qui change les règles à volonté, qui opprime les individus, qui les emprisonne sans les entendre, et ainsi de suite. C'est un tissu, disons, de formes et de procédures, l'État de droit. C'est très clair. Merci pour cet éclairage sur le formalisme justement de l'état de droit. Pour synthétiser, on a cette vision collective, cette disposition du peuple à disposer d'eux-mêmes, ce droit du peuple. Il y a la dimension des droits et des libertés. Maintenant, voilà, intéressons-nous un peu plus sur l'application de ces principes à un pays, à Madagascar, et comment justement on pourrait mesurer la démocratie à Madagascar. Léa, je reviens vers vous si vous m'entendez bien, ou bien Éric également. Voilà, tout simplement, dites-nous comment se porte, après toutes ces bonnes paroles, dites-nous comment se porte la démocratie à Madagascar d'une manière générale. Est-ce qu'elle est dans la moyenne, un peu en dessus, un peu en dessous? Voilà, quel est son état général?
Je voudrais juste peut-être recentrer un peu directement la question sur Madagascar en particulier. On va revenir sur cette notion de performance et justement la puissance publique devient efficace, particulièrement peut-être dans un régime autoritaire. Peut-être revenir sur Léa, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, donc on a une partie des chiffres qui sont affichés. Voilà. D'une manière générale, comment est-ce qu'elle se porte? Où est-ce qu'elle se situe sur ce spectre qu'on peut imaginer de l'ultra-dictature à l'ultra-démocratie? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? D'accord. Donc, par rapport à la satisfaction, pour commencer, comme je disais tout à l'heure, la majorité des Malgaches ne sont pas satisfaits du fonctionnement de la démocratie. Et je voudrais aussi appuyer cette satisfaction, par exemple, par les résultats de la liberté individuelle. À Madagascar, la notion de liberté individuelle, par exemple, reste encore floue, même si les Malgaches ont des opinions là-dessus. Plus de 3/4 des enquêtés, c'est-à-dire 78% des Malgaches estiment encore être entièrement libres ou assez libres d'exprimer son opinion, mais 63% disent même pour leur liberté d'adhérer à n'importe quelle organisation politique. Mais quand même, par rapport à la confiance envers les institutions, pour confirmer de la discussion précédemment là, la majorité des citoyens n'ont toujours pas confiance en un certain nombre d'institutions à ça. D'accord. Donc et cette démocratie imparfaite en termes de trajectoire, donc là on voit les courbes affichées à l'écran, est-ce qu'elle est relativement stable? Elle fait le yo-yo. Là-dessus, ce qu'on voit, comment est-ce qu'on pourrait qualifier cette trajectoire de la démocratie sur le temps, justement son évolution sur le temps et sur les années? Oui, justement, en projetant le de démocratie dans le temps, c'est-à-dire dans 5 ans, quand on a posé la question, 43% des Malgaches estiment que la démocratie n'évoluera pas, mais restera à peu près la même. Pourtant, si l'on fait la comparaison entre les optimistes et les pessimistes, il est constaté que les citoyens ont une vision un peu plus optimiste de la chose, dans la mesure où 21% des citoyens pensent que d'ici 5 ans, le pays sera pratique contre seulement 15%. Et quand même, 43% estiment que la démocratie n'évoluera pas, restera à peu près la même. D'accord, donc une trajectoire plutôt négative, une lueur d'espoir que sur une partie de la population. Et juste donc pour terminer, et également pour peut-être l'éclairage de Gilles, et par rapport aux autres, donc on se situe où? Parce qu'il y a quand même, on voit bien qu'il y a des trajectoires qui sont complètement différentes en termes de démocratie, pas forcément corrélées ou pas avec le développement économique là-dessus. Où est-ce qu'on se situe par rapport aux autres pays? D'accord. Je tourne de nouveau vers M. Spitz. Cette notion de mesurer la démocratie de par ce que les gens qui la vivent en pensent, qu'est-ce que vous en pensez justement? Est-ce que c'est une mesure objective, c'est une mesure populaire, populiste d'une forme de gouvernement, voilà, pour pouvoir la juger de par ce que les gens en pensent et comment ils l'aperçoivent? Ça a certainement une valeur relativement objective, parce qu'effectivement, chacun ressent dans son existence quotidienne l'existence ou la non-existence de procédures démocratiques dans la société où il vit. Donc oui, c'est un baromètre qui a une certaine pertinence. On peut mesurer la façon dont les gens, effectivement, vivent, par exemple, leur rapport à la justice, leur rapport à la police, leur rapport aux réglementations diverses en matière économique. On peut mesurer la question de savoir si ils pensent que la police, par exemple, se conduit de façon autoritaire et arbitraire, ou bien si elle respecte un certain nombre de règles. Les individus sentent aussi très bien si, par exemple, ils ont affaire à l'appareil judiciaire. Est-ce que l'appareil judiciaire les traite d'une manière telle que on les entend, on respecte leurs droits, oui ou non? Donc oui, ça a une valeur objective, je pense, qui est réelle. Oui, bien sûr. Oui. D'accord. Ça a du sens de mesurer la démocratie, en tout cas d'après des critères procédurés et formels. Et aussi, évidemment, du point de vue du consentement, c'est-à-dire de l'élection des dirigeants. Est-ce que les élections sont libres? Est-ce que chacun a pu exprimer son point de vue? Est-ce que les urnes sont bourrées ou non? Ce sont des questions importantes et je pense que les citoyens d'un pays donné le savent et sont capables de le mesurer aussi. Et dans un pays comme Madagascar, mais
on doit forcément aussi s'interroger sur la ruralité. Concrètement, quel rapport à la démocratie peut avoir un paysan à Vatmanj ou à Arivunmam, ou voilà, au fin fond d'une île? Quand on entend cette notion de droit, est-ce qu'il y a un vrai rapport à l'État, il y a un vrai rapport à la démocratie? Je pose la question de manière ouverte, Léa, Aïr, voilà, par rapport à cette paysannerie qu'on connaît sur le continent. Merci. Donc, pour les paysanneries, la notion de démocratie, il faut tout d'abord remarquer qu'à Madagascar, 75% de la population a un niveau d'éducation inférieur au niveau primaire. Donc, si vous leur demandez qu'est-ce que la démocratie à un paysan à des paysans donc, qui forment la majorité malgache, peut-être qu'ils pensent seulement c'est l'élection. Donc ça, c'est leur réponse, l'élection. Mais ils ne comprennent pas vraiment quel est le concept de la démocratie. Par contre, dans la culture malgache, il y a déjà cette notion de démocratie, parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle le fiavan, le marmateresme, c'est-à-dire quelle est la position intermédiaire qui va à tout le monde. Donc ça rejoint déjà cette forme de volonté collective et les formes substantielles de la démocratie. C'est-à-dire, dans le marmateresme, ce n'est pas seulement la volonté collective, mais également le respect des droits des minorités. Donc, dans la culture malgache, on a déjà cette forme de participation collective, cette forme de volonté collective, volonté substantielle. Donc, mais quand on leur demande quelle est la mesure, donc peut-être qu'il est difficile pour eux de leur demander. Mais à mon avis, la démocratie est nécessaire, dans le sens que elle permettra donc d'offrir ce que nous appelons la liberté. Et la liberté est fondamentale pour un être humain parce qu'il doit entreprendre un projet pour son propre intérêt, pour le développement de sa famille et de ses voisins, par exemple. Donc, la liberté est fondamentale dans toute forme d'activité économique. C'est pour cela que, même avant de parler de démocratie, à Madagascar, il y avait déjà cette forme de démocratie. Merci. En complément de ce que Monsieur hier là, quand Sage, par exemple, a demandé tout à l'heure, est-ce que quelqu'un de Vatoumanj ou dans d'autres provinces, est-ce que connaît le mot démocratie ou la signification? Mais justement, Afrobaromètre a posé des questions par rapport à la démocratie. Une fois, quand on demande démocratie, on n'a pas eu de difficulté pour poser cette question sur la démocratie, et eux, ils savent directement ce qu'est la démocratie par rapport aux autres formes de régime comme la dictature, l'unipartisme ou le régime militaire. Donc, les répondants, ils rejettent, la plupart, les 52% des répondants rejettent carrément les autres formes de gouvernance autre que la démocratie. Donc, le résultat a révélé donc que 52% des Malgaches préfèrent la démocratie aux autres formes de gouvernance. Très bien. J'aimerais maintenant, c'est très clair, merci. J'aimerais maintenant revenir un peu sur le sujet qu'on avait commencé à aborder, et notamment sur le rapport qu'a ce régime ou cette forme politique avec l'économie du pays. Oui. D'accord. Juste pour préciser un peu la question, tout de suite mettre les pieds dans le plat. On a parlé tout à l'heure de dualité en disant oui, mais c'est un préambule à la démocratie, c'est d'avoir un État fort, une force publique. Si aujourd'hui on a un contexte, une forme de pression et d'indépendance des États aujourd'hui en Afrique ou à Madagascar, qui fait qu'il y ait besoin d'un régime autoritaire, ou en tout cas d'une forme de force pour justement avoir cet État capable. C'était un peu le sujet de hier. Est-ce que vous pouvez élaborer sur... est-ce que du coup, on apporterait une performance économique en ayant un État fort et peut-être remettre en cause ce principe démocratique? On ne peut pas, à mon avis, on va pas revenir sur le régime autoritaire parce qu'on a déjà choisi donc la voie démocratique. Mais il faut donc faire en sorte que notre choix
c'est-à-dire le régime démocratique, soit effective, c'est-à-dire produise donc les facteurs qui vont permettre le développement économique. Quels sont ces facteurs produits fortuits de la démocratie qui peuvent donc permettre à notre développement économique? Si nous regardons par exemple les résultats économiques à travers cette figure-là, nous constatons que depuis l'indépendance, notre PIB par tête ne cesse de se dégrader. Actuellement, on est donc à la moitié de notre niveau de vie de l'année 1970. Donc, ça veut dire que le régime donc, qui a été mis en place à Madagascar exclusivement parce qu'il y avait des régimes autoritaires dans les régimes socialistes depuis 1976, et après, il y avait le régime démocratique. Donc, ni le régime démocratique, ni le régime autoritaire n'ont pas donc pu booster notre économie. Donc, ça veut dire qu'il y a donc quelque chose qui ne marche pas. Léa, tout à l'heure, a parlé que on a essayé de mesurer donc, la situation démocratique à Madagascar, mais ça reste encore très, très médiocre. Mais à mon avis, pour que la démocratie ou bien un régime démocratique permette le développement économique, il faut donc trois choses. D'abord, la démocratie doit permettre un système distributif effectif, c'est-à-dire développer l'éducation, la santé, c'est-à-dire le capital humain. Jusqu'à maintenant, on peut voir 75% de Malgaches à un niveau d'éducation primaire. Donc, il y a donc un échec de la démocratie, du régime démocratique, dans ce sens-là. Deuxième point, est-ce que la démocratie a entraîné ce qu'on appelle une stabilité politique? Tout à l'heure, le professeur Spitz a parlé de conflit entre volonté collective et substantielle, c'est-à-dire la défense de l'intérêt des minoritaires. Donc, s'il y a trop de volonté collective, les minoritaires, ils ne sont pas contents. Donc, ils se révoltent. Donc, il y aura donc une instabilité politique. Et jusqu'à maintenant, à Madagascar, on n'a pas su instaurer la stabilité politique malgré donc les régimes démocratiques. Troisième point, la démocratie devrait donc instiller, c'est-à-dire inciter ce qu'on appelle une bureaucratie effective et un état de droit. On parle ici de la bonne gouvernance. Donc, si on mesure également, Léa peut-être peut donc confirmer ce que vous allez dire là, si on mesure donc la notion de gouvernance à Madagascar avec la corruption, les risques à payer, etc., on peut dire qu'il n'y a pas de bureaucratie effective à Madagascar. Il n'y a pas de bonne gouvernance. Et c'est normal donc que notre régime démocratique n'a pas donc pu nous amener aux objectifs économiques voulus, c'est-à-dire le développement économique, parce qu'il n'y a pas un système distributeur efficace, il n'y a pas un état de droit, ni démocratie, ni bureaucratie effective, et il n'y a pas de stabilité politique, même actuellement. Donc, il faut donc trouver les moyens de soigner notre démocratie en agissant sur ces trois points que je viens d'évoquer là. Peut-être vous faire réagir sur ce sujet justement de la stabilité, à vouloir protéger les droits, donner des droits à des minorités, à vouloir faire exprimer cette voix, ça a pu être un vecteur d'une certaine instabilité et donc aller à l'encontre des intérêts des populations? Non, je ne crois pas, mais ce qui est important, c'est effectivement ce qui vient d'être souligné, c'est que la démocratie, c'est une affaire d'institution, c'est aussi une affaire d'état de droit. C'est une culture, ça dépend énormément d'un niveau d'éducation, c'est-à-dire il faut que les individus prennent conscience, par exemple, qu'il n'y aura pas d'intérêt collectif qui sera promu si on ne respecte pas un certain nombre de règles. Mais dans certaines situations, les individus aussi sont portés à violer les règles parce que ça leur est absolument nécessaire. Et donc, c'est ce qui rend le développement d'une démocratie au sens d'un état de droit véritablement respecté très très difficile, parce que tout le monde sait bien que ce sont des problèmes d'action collective. Si je respecte moi les règles, mais que les autres ne les respectent pas, je suis perdant. Et c'est ce genre de situation qui prévaut dans beaucoup de cas et qui empêche le développement de la démocratie. C'est-à-dire, il faut parvenir à une situation dans laquelle l'ensemble des individus sont convaincus que leur propre intérêt sera promu s'ils respectent
respectent les règles communes d'action et de développement. Mais c'est un stade qu'il est très très difficile d'atteindre. C'est-à-dire dans une collectivité, comment arriver à faire en sorte que chacun soit absolument convaincu que l'intérêt de tous sera promu si nous respectons les règles communes, au lieu de se précipiter pour saisir le plus d'avantages possible, comme certains y sont tentés lorsqu'ils voient que d'autres font la même chose. C'est ça qui est problématique. Il faut passer d'un stade où chacun considère son intérêt particulier et pense qu'il n'a pas intérêt à respecter les règles communes parce que les autres ne les respectent pas, à un stade où j'ai intérêt à respecter les règles communes parce que je sais que les autres les respectent aussi. Et ça, c'est une affaire de culture et d'éducation. Et ça ne s'improvise pas, bien sûr. Oui, tout à fait. Et donc ça rejoint tout à fait le sujet sur l'éducation et le niveau d'éducation qui est difficile à amener. Juste pour aborder la dernière partie et pour approfondir un peu plus, et notamment la comparaison qu'on a sur d'autres éléments de la scène internationale, voilà, j'aimerais parler un peu plus des similitudes qu'on peut retrouver sur le continent. Gilles, je me tourne vers vous directement. Avec tout ce que vous avez entendu, là depuis à peu près 3/4 d'heure, est-ce qu'il y a une exception malgache? Ou est-ce que vous vous retrouvez assez dans ce qui a été dit? Ok. Non, je pense qu'il n'y a pas d'exception. Il y a beaucoup de pays africains, et d'ailleurs aussi non africains, où le développement démocratique ou les formes de démocratisation n'ont pas nécessairement abouti à une croissance économique ou à un développement économique et social accéléré. Mais je crois que la discussion jusque-là a été très intéressante. Il y a vraiment des points clés sur lesquels je voudrais revenir. Alors, sur l'échec de la démocratie, parce qu'on l'entend beaucoup aussi en Afrique de l'Ouest, par exemple, dans les pays où on a aujourd'hui des conflits armés et une grande insécurité, ou aussi parce qu'on observe qu'on n'a pas, on a peu d'exemples de modèles de développement économique très positifs dans la région. On entend beaucoup cette idée que la démocratie aurait échoué. Et je pense que c'est très pernicieux parce qu'en réalité, lorsque on confond la démocratie formelle, c'est-à-dire le fait d'avoir des pays où on a des constitutions qui prévoient un fonctionnement démocratique de l'État et des institutions démocratiques, des élections, etc. Et la réalité du fonctionnement politique des États, bah, évidemment, ce qui produit des résultats, c'est le fonctionnement réel. Ce n'est pas simplement ce qui existe sur le papier ou ce qui existe dans la Constitution. Donc, au fond, je dis souvent que c'est comme si un médecin vous prescrit un ensemble de médicaments, 2 ou 3 médicaments pour soigner un problème, une maladie. Vous choisissez un des médicaments et vous laissez les 2 autres ou les 3 autres et vous vous plaignez du fait que vous ne vous portez pas mieux. Là, dans la démocratie, et je pense que le professeur Spitz a dit depuis le début, il y a différentes composantes. Tout le monde est d'accord, par exemple, que le fait d'avoir des élections, je dirais même bien organisées et non frauduleuses, ne suffit pas à avoir un fonctionnement démocratique réel, c'est-à-dire au service de l'intérêt général. Donc, si vous n'avez pas de séparation de pouvoir, si vous n'avez pas de protection des libertés, si vous n'avez pas de justice indépendante, si vous n'avez pas une juridiction constitutionnelle qui fait prévaloir la Constitution, évidemment, vous pouvez avoir des élections, vous n'avez pas en réalité un fonctionnement démocratique et ce rapport de redevabilité entre les citoyens et les dirigeants. Et donc, à partir de ce moment-là, je crois qu'on ne peut pas tirer des leçons, enfin, parler d'échec de la démocratie, lorsqu'en réalité, dans beaucoup de pays, on ne l'a simplement jamais mise en œuvre. Et la deuxième observation par rapport à la satisfaction par rapport à la démocratie, sur la base des sondages Afrobaromètre, que j'utilise aussi beaucoup, et sont extrêmement riches, c'est que globalement, on a toujours presque 66% des Africains qui soutiennent la démocratie comme meilleure forme de gouvernement. Et on a toujours une très grande majorité qui estime que le fonctionnement de la démocratie dans leur pays n'est pas satisfaisant. Donc on voit bien que le problème, ce n'est pas le modèle dans ses fondamentaux. Le problème, c'est qu'on n'applique pas le modèle dans la réalité. Et ça m'amène, moi, à ce qui me semble être le plus important. Ce n'est pas nécessairement démocratie ou pas de démocratie. C'est quel type d'institution politique il nous faut
pour à la fois répondre aux besoins les plus fondamentaux des populations et en même temps continuer à préserver à nouveau les libertés. Parce que je pense que la démocratie n'est pas seulement un instrument. On peut vouloir la démocratie pour elle-même. Donc même si on ne peut pas établir un lien entre démocratie et développement économique, ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à la démocratie. Parce que je pense que ce qu'on est en train de faire là en ce moment, si on n'a pas un espace de liberté, effectivement, on ne peut pas avoir de débat, par exemple, public libre. Donc je crois que les populations africaines, comme presque partout ailleurs, ont aussi besoin de liberté. Et celles qui ont vécu sous des régimes autoritaires savent très bien, au fond, qu'on a généralement eu à la fois de l'autoritarisme, de la corruption et de l'inefficacité économique. Donc il vaut mieux peut-être parfois avoir de l'inefficacité économique, mais quand même avoir des libertés, plutôt que de prendre le risque d'avoir des régimes à la fois autoritaires et incompétents sur le plan de leurs résultats économiques. Peut-être une réflexion par rapport Oui, je crois que ça vient d'être évoqué. La question de la corruption est très très importante. C'est-à-dire une société dans laquelle certains individus, utilisent les institutions pour leur satisfaction privée, engendre des réactions de délégitimation. C'est-à-dire, nous ne pourrons pas considérer que les institutions sont légitimes si ceux-mêmes qui sont censés les faire fonctionner les violent et les utilisent à leur propre profit. Donc, c'est véritablement un problème de lien entre gouvernants et gouvernés. Si les gouvernants se comportent d'une façon telle qu'ils violent l'intérêt général, ne songent qu'à leur intérêt particulier, sont corrompus, alors effectivement, le respect des règles dans la population décline. Et la substance même de la démocratie se perd. Mais ce qui est très très intriguant, justement, c'est la persistance des phénomènes de corruption, c'est-à-dire la persistance dans l'exercice du pouvoir d'individus qui sont dépourvus de tout sens de l'intérêt général. Et je pense que je ne connais pas bien l'Afrique, mais ce que j'en sais laisse penser quand même qu'un certain nombre de dirigeants ne sont pas animés par le souci de l'intérêt général, utilisent les fonctions qui sont les leurs, qui leur ont été d'ailleurs quelquefois démocratiquement conférées, à leur propre profit, c'est-à-dire même du point de vue de l'enrichissement personnel et puis d'exercice d'un pouvoir autocratique. Et ça, c'est très, très, très préoccupant, parce qu'évidemment, ça réagit sur l'ensemble de la société qui réagit en ne respectant pas des règles lorsqu'elle voit que les gens qui gouvernent et qui sont censés faire respecter ces règles ne les respectent pas eux-mêmes. C'est un problème d'enclencher un cercle vertueux. Il faut des gouvernants qui respectent les règles pour amener les citoyens à les respecter et pour enclencher ce cycle vertueux. Mais il est très difficile à enclencher. Il faut une élite, je pense. Et là, je pense que le colonialisme a joué un rôle extrêmement négatif, car les élites ont été habituées à être serviles d'une certaine façon. Elles ne se sont pas encore, débarrassées de cette culture de la servilité, de la culture du service personnel. Et ça laisse une empreinte très forte sur un certain nombre de sociétés, à mon avis, qui est un des problèmes que ces sociétés ont aujourd'hui à résoudre, à se débarrasser, d'une culture du service personnel, une culture de la domination, de la maîtrise, qui est très difficile à éradiquer parce que ce sont des pays qui se sont politiquement formés dans ce contexte-là. C'est juste une hypothèse, mais ça pèse, disons, le colonialisme pèse. Je pense qu'on ne peut pas... Le passé colonial pèse très lourd. Sur cette question, peut-être Léa et... Je pense que vous êtes assez tous d'accord entre vous pour dire que c'est un problème d'exécution, de performance, de pouvoir l'exécuter et l'appliquer. Oui, c'est ça. Sur le poids de l'héritage colonial. Et sur le poids de l'héritage colonial en particulier, dans cette incapacité à exécuter ce modèle démocratique. Donc, ce que Gilles disait, ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est que on a déjà choisi un régime démocratique. Il faut donc qu'on travaille sur le fait que ce régime démocratique produise ces trois choses que je viens d'évoquer là. Mais en ce qui concerne l'héritage colonial, ça peut être corrigé. Ça peut être corrigé parce que, par exemple, comme j'ai dit là, à Madagascar, il n'y a pas d'un système distributif efficace. C'est-à-dire que les fruits de la croissance économique ne sont pas distribués équitablement. Comment peut-on croire que
après 60 années d'indépendance, 75% des Malgaches ont un niveau d'éducation inférieur au primaire. Ça, c'est très dangereux, parce que si une population n'est pas bien éduquée, à mon avis, il est aussi également très difficile de réaliser la démocratie. Il est très difficile de penser à une volonté collective légitime, parce que pour décider, il faut au moins avoir une certaine capacité de réflexion. Par exemple, quand les éducateurs disaient que 75-66% veulent du régime démocratique, sur quelle base ils ont exprimé cet avis-là? Ou bien parce qu'ils ont été victimes d'une oppression violente et sanglante de la part des dictateurs africains, et ils veulent seulement changer un régime. Mais supposons que le régime autoritaire africain était comme le régime autoritaire chinois, par exemple, et vous vous posez la question, vous préférez ça ou démocratie? Peut-être qu'ils disent que nous préférons cela. Donc, à mon avis, la première chose à faire, c'est de développer l'éducation. On a déjà reçu beaucoup d'argent, beaucoup d'aide publique au développement, des milliards de dollars dans notre pays, Madagascar, pour l'éducation et la santé. Il reste constant. Niveau d'éducation primaire pour la majorité. Et au niveau de santé, on ne fait pas mieux. Parce que notre institution, soi-disant démocratique, n'a pas su mettre en place un système distributif, un état de droit et une bureaucratie donc efficiente. Donc, à mon avis, les élites, le rôle des élites, les ONG, les sociétés civiles, doivent être donc dirigés dans ce sens-là. Ce n'est pas la majorité de la population pauvre, parce que pauvre veut dire faible, vulnérable, qui doivent faire ça. Donc, il faut donc appeler les élites et les sociétés civiles à jouer leur rôle pour contrebalancer, pour contrôler notre démocratie, c'est-à-dire mettre en place le système distributif, c'est-à-dire l'état de droit. Comme ça, ça va donc entraîner une certaine stabilité politique, et avec une stabilité politique, on peut avoir donc un espace de prévisibilité, surtout pour les investisseurs, et on peut donc enclencher notre développement économique. En complément de ce que Hier a expliqué, je pense que le problème n'est pas trop le modèle, mais le fonctionnement de la démocratie à Madagascar, car Madagascar est d'ailleurs sujet à des problèmes de corruption, par exemple. D'après les résultats du Randonneuf de l'Afrobaromètre, 57% des fonctionnaires sont impliqués dans les corruptions d'après les résultats, et 44% par exemple pensent que les magistrats sont très impliqués dans la corruption. Et puis, suite d'après ce que j'ai déjà aussi mentionné tout à l'heure, il faut revoir la confiance envers les institutions publiques, parce qu'il y a les 4 principales institutions qui sont vraiment concernées, et la majorité des citoyens n'ont pas confiance en ces institutions, à savoir les partis politiques de l'opposition, les cours et les tribunaux, le parti au pouvoir, la commission électorale nationale indépendante, l'Assemblée nationale, et en dernier lieu, la police et la gendarmerie. Donc, je pense qu'il faut rétablir cette confiance. Merci. Merci à tous. Donc, on va bientôt passer aux questions. Donc, je vous invite à préparer vos questions. Juste avant, peut-être un dernier mot de la fin pour chacun d'entre vous, pour vous permettre d'exprimer justement sur cette question. Si c'est essentiellement un problème de gouvernance, si c'est essentiellement un problème d'efficacité gouvernementale et de la force publique, pourquoi est-ce que la démocratie n'arrive pas d'une manière générale, aussi imparfaite soit-elle à Madagascar, pourquoi elle n'arrive pas à produire une élite
ou justement à produire une puissance publique capable de s'autoréguler là-dessus, là où elle a pu fonctionner ailleurs. Voilà. Juste un dernier mot de la fin, mais pour lier l'exécution et la cause du régime politique sur cette capacité à pas produire justement un gouvernement capable de les servir. Peut-être commencer par vous, Monsieur Spitz, et puis rapidement avant les questions. Je crois qu'on serait très heureux de connaître la réponse à cette question, mais malheureusement, on ne la connaît pas. C'est-à-dire qu'effectivement, on constate que les élites locales, dans beaucoup de pays africains en particulier, n'ont pas réussi à entretenir et à maintenir, puis à diffuser une authentique culture de l'état de droit, donc une culture démocratique, qu'au contraire, ils pratiquent une corruption à grande échelle, donc une privatisation de l'État, avec une absence totale justement du sens de ce que peut signifier la chose publique. Et oui, c'est très préoccupant. Pourquoi? C'est très difficile à comprendre. Pourquoi est-ce que ces élites sont incapables de comprendre que la clé du développement, c'est la prééminence de l'intérêt public sur l'intérêt privé? C'est extrêmement difficile à comprendre et je n'ai pas de réponse à cette question. Très bien. Mais je pense qu'on localise bien le mal, c'est-à-dire c'est cette absence de sens de l'intérêt public, la chose publique. Bien sûr, dans les États européens, par exemple, la chose publique a une histoire très longue. Elle a une histoire multiséculaire. L'État français existe depuis 2000 ans. Les États en Afrique sont des États qui sont jeunes, qui se sont formés sur des sociétés qui sont beaucoup plus hétéroclites, d'une certaine façon. Le problème est là, c'est-à-dire un État, c'est quelque chose qui, lorsqu'il est efficace, comme c'est le cas, pas parfaitement, mais comme c'est le cas dans certains pays européens, c'est un État qui est profondément enraciné dans une société, qui a modelé tout un état d'esprit selon lequel l'État est quelque chose de respectable. Par exemple, on le constate, il y a eu des études très intéressantes sur la France, sur le consentement à l'impôt, qui est une mesure très très importante de la confiance que les individus accordent à l'État. Et lorsque le consentement à l'impôt est élevé, même si l'impôt est lourd, c'est bon signe. Mais lorsque les gens cherchent à fuir l'impôt par tous les moyens possibles, c'est mauvais signe. Voilà. Très clair. Très clair. Oui, alors je vais essayer de ne pas être long, mais 3 points. Le premier, je pense qu'en rebondissant sur ce qui vient d'être dit par le professeur Spitz, la perspective historique me semble être très importante. En réalité, il y a très peu d'exemples de pays démocratiques anciens où on n'a pas eu d'abord la construction de l'État et de cette chose publique avant, en réalité, la construction démocratique. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il faut d'abord construire des États et renoncer à la construction des démocraties, mais n'oublions pas l'histoire politique des États-Unis, l'histoire politique des pays européens, énormément de violence avant qu'on ait, à un moment donné, effectivement, la mise en place de systèmes qui soient démocratiques. C'est pour dire que l'éthique, par exemple, des dirigeants, l'intégrité des dirigeants, on peut difficilement prouver que c'est le résultat de l'existence d'un système démocratique. Le deuxième point, c'est que, et on l'a pas abordé, je crois qu'il faut aussi faire face à ce qui me semblait des défis aujourd'hui très importants pour les pays africains, justement parce qu'on n'a pas construit des États déjà forts, en tout cas en termes de leur capacité, avant de construire des institutions politiques démocratiques. L'un des défis, c'est les élections. Il faut bien voir que le financement des activités politiques aujourd'hui, il induit une forme de corruption quasiment obligatoire. C'est-à-dire qu'il faut tellement d'argent pour mener campagne et pour avoir des chances de gagner, qu'en réalité, il faut que cet argent vienne de quelque part. Et généralement, on ne peut pas exclure jusqu'à l'immixtion du crime organisé dans le financement politique. Donc, tant qu'on n'a pas des systèmes qui peuvent contrôler le financement, par exemple, des activités politiques, on aura du mal à avoir un fonctionnement électoral qui n'est pas lui-même corrompu dès le départ et qui ne peut que produire une gouvernance corrompue ensuite, puisqu'il faudra rembourser, par exemple, les acteurs privés en leur accordant des contrats, etc. Et le dernier point, c'est faire face aussi à la question de l'incompatibilité entre les cycles électoraux et des défis majeurs structurels. Je pense que c'est M. Eric qui a beaucoup parlé d'éducation. Quel est l'intérêt pour un président qui a 5 ans et qui doit se faire réélire de faire des choix très forts en faveur de l'éducation, où on verra les résultats, en réalité, que peut-être dans 10 ans. Et donc, il y a vraiment une vraie incompatibilité entre, au fond, le court-termisme induit par l'exercice électoral
et des défis structurels qui sont absolument importants pour nos pays qui n'ont pas encore construit des économies fortes et des systèmes éducatifs forts, par exemple. Et nous, on a des propositions pour essayer de lier cette exigence de démocratie et l'exigence d'adresser et de faire face à ces défis. Mais je pense que c'est un débat qui est extrêmement important et où il n'y a pas de réponse simple. Oui, Merci beaucoup. Merci. On vous redonnera l'occasion, et Léa, peut-être passer aux premières questions et pour permettre au public. Oui, Claire. Merci à tous les panélistes. La conférence n'est pas terminée, mais la conférence vous appartient aussi. Donc, c'est à vous de poser les questions maintenant. Il y aura quelques questions du public et on a aussi des questions des réseaux sociaux. Donc, si vous avez des questions, profitez-en. On continue toujours la conférence, mais avec votre participation. Je vous en prie. Iri va vous faire passer le micro. Si vous n'avez pas de questions, on a une question déjà du public par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Donc, on va commencer par une question du public à Paris. Merci. Oui, bonjour, Philippe Radzon. Le thème de notre conférence aujourd'hui est où est-ce que nous en sommes de la démocratie à Madagascar. Mais ma question, est-ce qu'on ne devrait pas poser la question où est-ce qu'on est la République à Madagascar? On a parlé de la chose publique tout à l'heure. Parce qu'on parle d'éducation citoyenne. Pourquoi on appelait démocratie? Pourquoi démos a été choisi au lieu de ethnos ou laïos par les Grecs? Parce que démos, ce sont les citoyens, mais les citoyens éclairés, c'est-à-dire les citoyens éduqués. On a dit tout à l'heure, 75% des Malgaches ont le niveau primaire. Donc l'éducation citoyenne est un acte démocratique. La deuxième notion, c'est le droit et devoir civique. Parce que actuellement, à Madagascar, beaucoup de gens n'ont pas de carte d'identité, ils n'ont pas d'acte de naissance, ils sont hors circuit. Donc s'il n'y a pas la réclamation des droits civiques, on ne pourra pas appliquer convenablement les devoirs civiques. Et rappelons-nous que Nelson Mandela, Gandhi, Martin Luther King, eux, leur lutte, c'était le droit civique. Donc c'est un rapport avec la démocratie aussi. Et pour finir, si on a la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir au peuple, c'est pour gérer quoi? La richesse publique, la juste redistribution. Or, la chose publique est confisquée. Elle est accaparée. Donc, il n'y a pas d'administration républicaine, il n'y a pas de justice républicaine. Donc, s'il n'y a pas la République, on n'aura pas la démocratie. On peut avoir en Angleterre une monarchie parlementaire, mais qui est une république, et on peut avoir à Madagascar des institutions démocratiques qui fonctionnent en démocrature, mais qui est en réalité une monarchie. Merci pour ce commentaire. Est-ce qu'il y a des réponses liées à ce commentaire et à ces questions de la part de nos panélistes? La question de la République, c'était un peu en sous-texte de beaucoup de choses qu'on a exprimées. Peut-être, est-ce qu'elle se pose cette question de la République? Libre à vous. Libre à chacun de répondre. Au choix. Ouais. Oui, je pense que ce qui a été dit par le dernier intervenant avant la fin, entre guillemets, de la conférence était très intéressant, parce que c'est vrai que, d'une certaine manière, le cycle électoral, donc la pratique d'une démocratie formelle, de façade, peut apparaître à certains égards comme un obstacle. C'est-à-dire, ça induit effectivement les élites à profiter du moment pendant lequel elles détiennent le pouvoir pour accaparer des richesses et placer leurs amis. Et c'est effectivement quelque chose qui peut même faire entraver, disons, le progrès d'une culture de type démocratique, au sens de la progression de l'état de droit. Et je pense que ça rejoint ce que monsieur a dit, c'est-à-dire il y a une distinction à faire entre république et démocratie, surtout si l'on entend par démocratie un processus électoral. Derrière, il doit y avoir une chose publique. Si la démocratie n'est pas adossée à un appareil étatique qui a une certaine légitimité indépendante, disons, de son mode de désignation,
alors aucun progrès n'est possible. Et c'est vrai que, je l'évoquais tout à l'heure, historiquement, c'est très important de voir que dans les pays européens, en France, en Angleterre, effectivement, en Angleterre, il y a une monarchie constitutionnelle, mais il y a un appareil étatique très ancien sur lequel des mécanismes démocratiques sont venus se greffer, en sorte que le sens de l'existence d'une communauté nationale est quelque chose qui est profondément enraciné. C'est-à-dire que les individus ont le sentiment qu'ils ne sont pas simplement à la recherche de leur propre intérêt, mais qu'ils font partie d'une communauté. Et c'est ça qui manque, disons, dans certains États jeunes, qui ne disposent pas de ce sentiment d'appartenance commune qui rendrait possible le triomphe de l'intérêt général sur l'intérêt particulier. Je pense que c'est ça qui est important. Effectivement, la dimension historique est capitale, parce que même des États asiatiques qui aujourd'hui ne sont pas, à proprement parler, démocratiques, ont une histoire très ancienne. La Chine, par exemple, a une histoire nationale très très ancienne, qui lui permet peut-être d'avoir une cohérence nationale sur laquelle se greffent des institutions qui ne sont pas démocratiques, mais qui sont adossées à quelque chose qui est très solide. C'est ce qui manque, me semble-t-il, dans certains pays africains. Très bien. C'est Est-ce qu'il y a une autre question du public? A priori. Très bien. Bonsoir à tous. Mika Djambel, merci beaucoup pour cette super conférence, toujours rafraîchissante chez Diapason. Petite question, je suis très curieux, Gilles, par rapport à vos propositions de réconciliation du cycle de politique publique, notamment dans le domaine de l'éducation, et des cycles électoraux. C'est vrai que moi, c'est une équation qui m'a toujours trituré l'esprit, d'autant plus qu'il faut considérer à la fois le faible retour sur investissement politique, dans la mesure où, comme vous dites, le retour sur investissement en question est attendu d'ici 10 ans. Donc pas très ouf pour quelqu'un qui veut vendre des résultats tout de suite. Et ce, d'autant plus que dans un pays comme Madagascar, où la corruption des dirigeants est quand même assez exceptionnelle, c'est un euphémisme, le retour sur investissement peut même être négatif. Est-ce qu'au final, ce genre de dirigeant a un intérêt à produire des citoyens, à même de distinguer le bon gré de livret lors des élections, à même d'exiger de la redevabilité, de la transparence dans la conduite des politiques publiques? Donc je suis vraiment très curieux d'avoir un peu un aperçu des propositions dont vous avez parlé. Merci. Alors, peut-être trois pistes. La première sur l'éducation. Il y a quelques années, on avait proposé dans un document de Wati une autorité supérieure de l'éducation qui soit dans la Constitution. En particulier, on travaille dans le cas des pays ouest africains, mais évidemment, cela peut être peut-être intéressant aussi pour Madagascar. Au fond, pourquoi est-ce que chaque fois qu'on discute de révision de la Constitution dans les pays africains, on est quasiment essentiellement en train de discuter de la durée du mandat, du nombre de mandats et du renforcement des pouvoirs du président, et jamais finalement de comment est-ce qu'on stabilise, par exemple, par une institution qui est prévue dans la Constitution, les choix éducatifs fondamentaux. Et quand je dis éducation, c'est vraiment la cohérence de l'ensemble des systèmes éducatifs, du pré-primaire jusqu'au supérieur et à la recherche scientifique. Et on peut tout à fait imaginer que si on a dans la Constitution une autorité de l'éducation, elle ne va pas être chargée du travail de la gestion au quotidien, qui resterait du ressort d'un ministère de l'Éducation nationale, mais elle sera chargée d'assurer cette cohérence des choix fondamentaux et de les maintenir dans la durée. Parce que l'un des problèmes que nous avons aussi dans les pays, c'est que même dans un domaine aussi clé que celui de l'éducation, on est souvent extrêmement influencé par les bailleurs extérieurs. Et parfois, vous avez des pays qui font des choix et qui les remettent en cause 5 ans plus tard. Et donc, finalement, vous n'avez aucune vision de long terme du type de société que vous voulez construire et du système éducatif qui correspond au type de société que vous voulez construire. Et la deuxième piste, en fait, c'est totalement lié à ça, c'est qu'on peut généraliser au-delà de l'éducation, on peut estimer qu'il faut des institutions dans la Constitution qui ne sont pas issues du choix des électeurs, donc ce ne sont pas des institutions démocratiques dans le sens où ça vient d'une élection, mais ce sont des experts, on peut travailler sur le mode de nomination de ces personnes,
Et il y a un bon exemple que je cite souvent, c'est l'Afrique du Sud. Si vous regardez la constitution sud-africaine, vous avez une série d'institutions dans un chapitre de la constitution qui sont présentées comme des institutions de soutien à la démocratie. Ce ne sont pas des institutions qui sont issues des élections, mais ce sont des institutions qui ont des mandats spécifiques par rapport à des questions spécifiques, l'égalité homme-femme par exemple, mais on peut absolument imaginer l'éducation et d'autres domaines de l'action publique. Et le dernier point, c'est la dépolitisation de l'administration publique. Et je rejoins ce qui a été dit par le professeur Spitzer. Je pense qu'un des problèmes que nous avons, c'est qu'on a des appareils étatiques qui sont totalement politisés dans beaucoup de pays. Donc, si on travaillait, par exemple, sur les nominations qui sont faites par les présidents de la République dans beaucoup de pays, où le président il nomme absolument qui il veut à n'importe quelle fonction, y compris parfois à des niveaux inférieurs dans les ministères, si on change ce système, on met un filtre de nomination, par exemple, ça veut dire que le président, même s'il est démocratiquement élu, on admet qu'il ne peut pas choisir tout seul de qui occupe des fonctions qui sont extrêmement importantes pour l'avenir d'une nation. Et là, on oblige finalement à un choix beaucoup plus exigeant en fonction, à nouveau, de ce qu'on recherche comme compétences et en fonction des domaines. Et on oblige aussi la société civile, les médias, à aller chercher, à faire des enquêtes sur les personnes qui vont être proposées par un président, mais qui ne seront validées par exemple, que par ensuite une comparution devant l'Assemblée nationale ou une commission spécifique. Et c'est ce que vous avez dans un pays comme les États-Unis. Le président il est puissant, mais en fait, il fait des propositions pour un certain nombre de fonctions. Elles doivent être validées par une commission spécifique du Sénat. Merci beaucoup, Gilles. Nous allons passer, il y a encore des questions dans le public. On va revenir sur les questions du public, mais on a des questions aussi des réseaux sociaux. On a une personne de Madagascar qui souhaite prendre la parole. Est-ce que on pourrait avoir notre interlocuteur de Madagascar? Eh bien, bonjour, Toavn Ralamai. Oui, absolument. Alors, je voulais poser la question, surtout qu'on a affaire avec un responsable pro-baromètre. L'on a fait depuis le 13 en tout cas, un recul très important de la politisation, c'est dans le rapport. Et une participation citoyenne atone et en recul. Alors, quand on parle de démocratie, la question se pose, comment alors on va revitaliser, repolitiser les citoyens, parce que les chiffres sont terribles, les partis politiques sont exsangues, le taux de participation, je ne parle pas de la présidentielle passée, mais même un peu avant, le taux de participation est très très bas. Nous, en 2019, on a eu 23% de taux de participation dans la capitale pour les mairies. Vous avez parlé du consentement à l'impôt, bien à la mairie par exemple, très très peu de 13% de la population tanarivienne paie les impôts sur les fonciers, sur les propriétés bâties, etc., etc. Donc la question c'est comment repolitiser les gens, parce qu'il y a un abandon citoyen, un désengagement citoyen très palpable. Comment dire, il y a des cercles vicieux qui peuvent s'enclencher, ou des spirales négatives. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de désengagement citoyen, plus les élites sont corrompues, plus les citoyens se désengagent, plus les citoyens se désengagent, plus les élites ont les mains libres pour exercer leur corruption, et plus les élites sont corrompues, plus les citoyens se désengagent. C'est un cercle vicieux absolument infernal. On le constate dans certains pays en voie de développement, on le constate aussi dans des pays qui ont une culture démocratique plus avancée, où on voit bien que la façon dont les élites ont cessé de se soucier, disons, de l'intérêt général et se tournent vers des intérêts qui sont plus spécifiques à leur propre vie économique, on voit bien que ça entraîne un désengagement citoyen, y compris dans des pays qui ont des cultures démocratiques relativement fortes. La participation des élections, par exemple, en France, décroît constamment depuis 30 ou 40 ans. Et sans doute, il y a un lien entre ce phénomène-là et le fait que les élites sont de plus en plus, comment dire,
autogérés, c'est-à-dire prennent des décisions qui sont exclusivement en fonction d'intérêts spécifiques disons, une classe dirigeante de gens aisés et négligent les intérêts des citoyens les plus communs ou les plus pauvres. Et ça enclenche un cycle de désengagement où les démocraties s'étiolent. Il y a eu beaucoup d'études là-dessus sur le fait que la démocratie peut aussi mourir d'une certaine façon, ou en tout cas s'affaiblir considérablement à cause de ce désengagement citoyen. Et ce désengagement citoyen, il est le choc en retour, l'effet en retour du fait que les élites s'autonomisent, s'enclavent dans des mondes à part, exercent une certaine forme de séparatisme, monopolisent le pouvoir à leur propre profit, ce qui crée ce désengagement. Donc la démocratie, c'est quelque chose qui a besoin, comment dire, d'être réaffirmé et cultivé en permanence aux deux pôles, des gouvernants et des gouvernés, mais surtout des gouvernants, bien sûr. Les élites ont une très lourde responsabilité dans l'étiolement de la démocratie. Alors, pour continuer peut-être sur la question de toi, comment casser cette spirale? Quand elle est engagée, elle est difficile à casser, je pense. Oui, elle est difficile à casser. Le nœud de la question, c'est la culture des élites. C'est-à-dire, pourquoi les élites ne sont-elles pas capables d'avoir une attention privilégiée pour l'intérêt public? Pourquoi? Est-ce que c'est leur mode d'éducation? Est-ce que c'est l'héritage historique? Est-ce que c'est les rapports à la réalité coloniale? C'est ça le nœud de la question. Comment avoir des élites qui sont suffisamment soucieuses de l'intérêt public pour enclencher une spirale vertueuse? La question, c'est celle de la formation des élites. Bien sûr, le problème de l'éducation de l'ensemble des citoyens est capital, mais la formation d'une classe de fonctionnaires qui ont le sens de l'État, d'agents publics qui ont le sens de l'État et parmi lesquels se recrutent les dirigeants politiques. C'est ça qui est crucial, disons, pour un développement démocratique authentique et pour enclencher un cercle vicieux. Et c'est ce problème-là que beaucoup de pays en voie de développement ont énormément du mal à résoudre, on le voit bien. Et en même temps, il y a des exemples, je pense à l'Algérie, qui est un pays que je connais un petit peu, on voit bien qu'il y a de la part de l'ensemble des citoyens une volonté de propulser au pouvoir des gens qui sont d'authentiques fonctionnaires en puissance, c'est-à-dire des gens qui ont le sens de l'État. Mais il y a une élite ultra corrompue qui résiste, y compris par la force. Et donc, en Algérie, par exemple, cette classe, elle est là, cette classe de gens éduqués qui ont un certain sens de l'État, qui pourraient prendre les rênes du gouvernement. Elle est là, elle existe, contrairement à d'autres pays, je pense. Mais il y a une résistance très forte de l'armée, des intérêts économiques qui sont monopolisés, qui font que cette classe ne peut pas accéder au pouvoir. Et quand des élections tentent de la faire parvenir au pouvoir, ou quand les citoyens demandent des élections, c'est non. Oui. Ou bien elles sont truquées, ou bien... Gilles, je suppose que ça rentre complètement en écho avec ce que tu vis en Afrique de l'Ouest. Oui, tout à fait. Et je vais peut-être juste ajouter un élément qui n'est pas nécessairement celui qui pousse à être nécessairement optimiste sur la sortie de ce cercle vicieux. C'est que je pense historiquement, on n'était pas nécessairement en mondialisation. Et donc, lorsque vous êtes dans des pays où finalement toute la société paye le prix fort des dysfonctionnements de l'État, de la corruption, de la dégradation des services publics, lorsque vous n'avez pas beaucoup de choix, y compris au niveau de ces élites bien formées qui pourraient faire quelque chose, vous avez, je pense, beaucoup plus de possibilités d'avoir un engagement à changer le système. Mais aujourd'hui, nous sommes en mondialisation, une grande partie des élites dans ces pays africains qui sont un peu bloqués, où on a parfois des pouvoirs en place depuis des décennies, où on a en tout cas des systèmes qui ne permettent pas de faire émerger de nouveaux gouvernants et même simplement d'avoir des gens qui travaillent dans l'appareil d'État et qui font leur travail de manière qualitative et ils sont correctement rémunérés, ils ne sont pas embêtés. À partir de ce moment-là, vous n'avez plus d'incitation à ce que les gens restent. Donc aujourd'hui, vous avez le choix, beaucoup vont soit rester dans le pays, et je pense qu'à Madagascar, c'est exactement la même chose que dans d'autres pays en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire vous restez dans votre pays, mais vous travaillez pour une organisation internationale ou une ONG internationale, vous aurez une rémunération beaucoup plus importante que dans l'administration et vous allez même avoir des conditions de travail
au-delà de la rémunération qui vont favoriser votre épanouissement intellectuel, etc. Et l'autre choix, vous pouvez sortir du pays, vous allez vous retrouver dans la diaspora, très bien formé, très qualifié, ou vous êtes dans le secteur privé, vous gagnez bien votre vie, même en restant sur place. Donc les portes en fait de sortie sont très nombreuses, et vous pourrez inscrire vos enfants dans des écoles privées, vous pourrez vous soigner dans des établissements de santé privés, ou envoyer, si vous êtes vraiment très riche, aller vous soigner à l'étranger. Donc, je crois que ça, c'est un défi supplémentaire lorsqu'on est en mondialisation aujourd'hui, la capacité à faire des choix très difficiles du point de vue personnel. Il faut être sacrément engagé pour le bien commun, pour faire un choix de vie finalement qui est conforme à cet engagement, qui, je pense, est absolument nécessaire pour sortir de ce cercle vicieux. Mais ça nous ramène à l'engagement. C'est difficile, mais il n'y a que nous, ceux qui font partie de cette minorité, qui mangent à sa faim, qui peut être connectés, nous avons une responsabilité particulière, je crois, de rester engagés par rapport au bien-être collectif, parce que les populations les plus pauvres, les plus démunies, de toute façon, vont pas être celles qui vont avoir le temps et la possibilité de réfléchir aux réformes qu'on doit faire pour changer le système. Très bien. On a tenté de répondre à la question de Toavne. Je pense que ça vaut même une conférence entière, juste ce thème. Est-ce que... Je peux ajouter quelque chose ? Oui, je vous en prie, Monsieur Smith. C'est très très important ce qui vient d'être dit sur la mondialisation. C'est-à-dire le fait que les pays en voie de développement, les pays dont nous parlons, soient ouverts commercialement parlant, font que précisément un certain nombre d'élites qui les dirigent ont plus intérêt à satisfaire, disons, les clients internationaux que leur propre population. Donc la mondialisation joue au détriment des peuples de ces pays en question. Et ça, c'est très important. Ce qui vient d'être dit me semble extrêmement important pour permettre de comprendre justement la façon dont certaines élites se comportent et dans la façon dont elles se détournent. Leur intérêt est tourné vers l'extérieur, leur intérêt est lié au type de relations qu'elles ont avec le commerce international, avec la façon dont les richesses locales sont exploitées puis exportées. Et ça explique énormément de choses, je pense, sur l'attitude des élites, sur la façon dont elles tournent le dos à leur peuple. Donc ça rajoute de la complexité supplémentaire, oui, bien sûr, et de la corruption supplémentaire. Bien sûr. Oui. On va profiter encore... Ça indique aussi que un développement suppose une nation qui est relativement fermée. C'est une notion un peu inquiétante, oui. Mais ça implique ceci quand même. Si un peuple veut se développer, il ne faut pas qu'une partie de ses membres, disons, compte sur les relations qu'ils ont avec l'extérieur, plus que le type de relation qu'ils ont avec la population intérieure. Et ça me paraît important. Par exemple, on voit bien que les investisseurs internationaux se soucient d'une seule chose: est-ce que dans ce pays, le droit de propriété sera respecté ? Et donc, les élites locales font respecter le droit de propriété des compagnies étrangères, au détriment, sans doute, de l'économie locale. Oui. Et là aussi, c'est très pervers. C'est un désastre, oui. C'est un désastre. On profite de la question à l'extérieur, donc sur les réseaux sociaux. Une dernière question. Est-ce que... Il y a une question là dans la salle. Oui, eh bien... En attendant. Allons-y sur la question à la salle. En fait, je voudrais plutôt faire une contribution sur le rôle historique des élites dans l'avènement des démocraties. Un auteur comme Jean Bachelet montre que plus les élites dans les sociétés pré-démocratiques ont une indépendance ou une certaine autonomie par rapport au pouvoir royal, plus cette élite préfigure la démocratisation du pays, qui voit plutôt comme une démocratisation qui descend des élites vers le peuple, que plutôt qu'une révolution du bas vers le haut. Il montre ainsi que, paradoxalement, les pays dont les élites sont plutôt des élites militaires, et donc qui ont une certaine autonomie par rapport au pouvoir royal, aboutissent plutôt à des démocraties. Par exemple, en Asie, il fait une différence entre un pays comme le Japon, dont l'élite est essentiellement militaire et donc réaliste, et qui amène à une modernisation et à une démocratisation, par rapport à un pays comme la Chine, dont les élites sont des mandarins choisis par la cour royale au travers d'examens qui peuvent paraître publics, mais qui forment une élite, comme vous le dites, beaucoup plus servile que, paradoxalement, l'élite des samouraïs. Et il montre ainsi que
Et en creusant encore plus profondément, il montre qu'en Asie, il y a le peuple des éleveurs, donc la Corée, le Japon, qui favorise l'individualisation parce que l'élevage favorise plus les talents personnels que la culture, et plutôt il fait une opposition avec les pays d'Asie comme la Chine ou le Vietnam. Voilà, avec un cas très particulier pour l'Inde, dont le système des castes montre que le système des brahmanes est supérieur même à la royauté, qui est la deuxième caste dans le système des castes. Et donc ce sont des pays qui ont des élites qui, dès le départ, ont une certaine autonomie par rapport au pouvoir royal. Un dernier mot sur la colonisation. Tout le monde connaît les deux systèmes de colonisation britannique et française. Je suis vietnamien. On dit que les Britanniques ont eu besoin d'autant de fonctionnaires pour gérer l'Inde que les Français pour gérer l'Indochine. Et donc, cette gestion, je dirais, de micro-gestion dans les pays colonisés par la France, effectivement, ont rendu beaucoup plus serviles les élites au Vietnam. Je parle de mon pays, je ne pourrais pas dire de la même chose de Madagascar, par rapport à un pays comme l'Inde, où les élites, les rois ont été relativement préservés. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Nous sommes pris par le temps, donc on va se restreindre aux questions. On a fait express format pour qu'on puisse se retrouver après pour continuer la discussion. Et s'il y a une dernière question pour nos panélistes, c'est le moment. Bonsoir. En fait, une question assez naïve, hein. De ce que j'ai compris là, donc on parle de démocratie et d'état de droit, notamment, donc c'est plus ou moins lié. Mais finalement, est-ce que Madagascar est une démocratie? Est-ce qu'il y a un état de droit? Parce que c'est quand même le pays qui nous intéresse. Merci. Merci pour la question. Je m'adresse aux panélistes peut-être de Madagascar, à part si vous avez un commentaire, M. Spitz. Non, d'après ce que j'ai entendu, j'ai l'impression que la réponse est non. Enfin... Est-ce que quelqu'un de Madagascar, Dr. Eera Merson ou Léa Rakoudranaïbe, oui. Vous avez un commentaire? Il y a une question dans la salle. Attendez ou bonsoir à tous. Okay. Merci d'avoir fait en sorte que cette conférence se passe ce soir. Moi, je suis étudiante à l'INALCO, donc en langue malgache, et j'étudie les relations internationales. Donc, je suis encore étudiante, donc je n'ai pas encore cette compréhension approfondie de la société en général. Et pour Madagascar, c'est en cours. Je suis toujours en train d'apprendre. Mais une question que moi, je me pose, c'est, étant donné l'histoire de Madagascar, donc avant la colonisation, c'était une monarchie, on était bien d'accord, et il y avait vraiment un système de caste. La société était organisée d'une sorte que chaque personne avait un rôle dans la société malgache, pour dire simplement. Mais comment trouver une cohérence entre ce qu'est le malgache à la base, en fait, dans son fonctionnement, dans ses valeurs, dans ce qu'il est, et comment on peut trouver une cohérence et pas tout simplement coller un système, une idéologie, une idée qui serait exportée, surtout occidentale, parce qu'il faut quand même avouer que la démocratie, c'est quand même quelque chose hérité des sociétés occidentales. Donc en quoi ça pourrait être plus efficace que quelque chose qui serait créé à partir même de ce que les Malgaches sont déjà. Voilà, je ne sais pas si ma question est claire. Elle est un peu longue, mais vous parlez d'identité. Vous parlez de l'identité culturelle de Madagascar, et donc votre question, c'est est-ce qu'il y a une forme de création de société autre que celle qu'on nous a imposée, c'est-à-dire la Ve République française, qui a été imposée lors de l'indépendance en 1960? C'est une question. Est-ce qu'il y a des volontaires pour y répondre? Toi, Gilles? Peut-être deux points. Je pense que
je me méfie beaucoup de l'idée selon laquelle la démocratie serait occidentale, comme si elle était consubstantielle à l'Occident. À nouveau, en Occident aussi, il y a eu des royaumes. D'ailleurs, il y a encore des monarchies, certes constitutionnelles maintenant, mais je pense qu'à nouveau, les principes, si c'est les principes qui sont importants, le principe selon lequel ceux qui gouvernent ne viennent pas comme de nulle part et sont mandatés par ceux qui sont gouvernés. Et le principe d'avoir des contre-pouvoirs, par exemple, il existe dans beaucoup d'organisations politiques africaines traditionnelles aussi. Et donc, je pense que c'est souvent un mauvais départ de considérer que la démocratie est une idée ou une importation occidentale, parce qu'au fond, elle peut nous amener d'abord sur une forme de complexe par rapport à notre propre historicité. Et je crois qu'il y a énormément d'éléments dans l'organisation politique à Madagascar comme ailleurs qui ont des éléments intéressants qu'on peut aujourd'hui introduire dans de nouveaux systèmes politiques qui répondent cette fois-ci aux exigences des jeunes. Et je termine sur ça, je crois que on doit pouvoir être libéré de tous les complexes et chercher l'inspiration partout. On peut mixer des éléments de notre histoire, de nos identités culturelles, de nos formes d'organisation politique traditionnelles. Et on peut aussi aller chercher en Norvège, au Japon, en Chine, pourquoi pas, parce qu'il y a des effets peut-être de sélection, par exemple, des cadres qui sont intéressants en Chine en termes de stabilité, de compétences. Donc, on peut tout à fait s'inspirer de tout ce qui existe pour construire des institutions politiques qui correspondent à nouveau aux besoins des populations jeunes qui sont extrêmement majoritaires partout en Afrique. On doit penser vraiment pour l'avenir, je pense, sur cette question des institutions politiques. Très bien. Merci beaucoup, Gilles. Nous sommes obligés de couper. Nous sommes pris par le temps. Nous avons pris du retard. Les sujets sont vraiment très intéressants. On a parlé de la démocratie en tant qu'outil et comment est-ce qu'on utilise cet outil à Madagascar notamment. Donc, je tenais à remercier les panélistes, Léa Arakundaïbe d'avoir participé en tant que représentante de Afrobaromètre. Un dernier petit mot, Léa? Oui, merci au groupe Diapason de m'avoir invité et de pouvoir représenter aussi Afrobaromètre. Et puis, tous les résultats partagés n'étaient pas exhaustifs, mais nous invitons surtout les décideurs, les chercheurs à utiliser les données d'Afrobaromètre dans le site web d'Afrobaromètre. C'est parfait. Merci. On relaiera ces chiffres-là sur le site de Diapason, www.diapason.mg. Merci à Air d'avoir participé. Un dernier petit mot. Merci. C'est parfait. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. D'accord. Okay. C'était concis. Ok, merci à Diapason d'avoir organisé cette petite conférence et aussi merci pour le public d'avoir parlé des questions et également les panélistes parce qu'on a donc pu décortiquer un peu notre problème à Madagascar sur le plan démocratique et économique. Donc, je crois que ça va apporter. Donc, inciter aussi nos dirigeants et les élites aussi d'autres pays. Merci bien. Très bien, merci beaucoup. Gilles, merci pour ta participation. Est-ce que tu peux nous faire le mot de la fin? Le dernier mot, c'est aussi merci. Merci à Diapason, merci aux co-panélistes, j'ai beaucoup appris. Merci aux participants sur place. Ce fut un très bon moment. Et je pense aussi que même si l'Afrique de l'Ouest, Dakar, le Sénégal, le Bénin, tout ça est de l'autre côté du continent, je pense qu'il y a énormément de choses en commun et que ces échanges sont extrêmement constructifs. Donc, merci beaucoup à Diapason et à Wati. On sera aussi content d'accueillir des intervenants malgaches dans nos discussions sur des questions de corruption, d'institutions, d'éducation. Et je pense à nouveau que les défis sont absolument communs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gilles. Un dernier mot, toi. Merci pour ta question. Eh bien, merci aussi. Le sujet est loin d'être épuisé. Alors, à très bientôt. Merci. Très bien. On va laisser le dernier mot à M. Spitz. Eh bien, écoutez, merci pour votre participation. Je voudrais rappeler que la prochaine conférence concerne un sujet majeur que nous avons abordé ce soir, c'est l'éducation. Donc au mois de juin, on aura une étude faite par Diapason sur l'éducation et il y aura les résultats de cette étude-là.
Nous allons passer maintenant au networking et nous allons rendre l'antenne. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup pour votre participation.